ce soir, pour notre conférence, nous avons le plaisir de recevoir Robert Moszkowicz. Alors Robert est un collègue de l'Institut d'astrophysique de Paris, un des piliers de l'Institut d'astrophysique de Paris, on peut le dire. Un des doyens, en tout cas. Un des doyens. D'accord. Donc le doyen n'est pas nécessairement un pilier. Il s'affaiblit. Où il a notamment préparé sa thèse entre Orsay et puis l'Institut d'astrophysique de Paris, où il est depuis. Et donc Robert est un astrophysicien spécialiste tout d'abord des objets compacts, dont il a travaillé sur les naines blanches, les étoiles à neutrons, la coalescence de ces objets, les supernovas, et puis depuis un certain nombre d'années sur les sursauts gamma qu'on observe et qui sont vraisemblablement la signature de ces coalescences d'objets compacts. Il est très impliqué également dans le projet SFOM, un satellite observatoire franco-chinois qui justement sera lancé d'ici quelques années et qui observera ces sursauts gamma depuis l'espace. Robert est très impliqué également dans la diffusion des connaissances. Il a notamment écrit un excellent livre sur Tintin et la science avec un co-auteur. Et puis il est l'auteur de nombreux exposés, conférences également, qu'on peut retrouver sur Internet, comme on pourra voir sur Internet d'ici quelques jours la conférence de ce soir, qui est filmée comme tous les premiers mardis du mois. Et donc ce soir, Robert va nous présenter une conférence intitulée « Les mémoires d'une pièce de 1 franc et autres histoires ». Je t'en prie. Merci Guillaume, merci à tous d'être venus pour cette conférence dont le titre est peut-être un peu déroutant. Vous avez l'habitude de venir assister à des conférences d'astronomie et d'astrophysique sérieuses et peut-être vous demandez-vous à quelle sauce vous allez être mangé. En fait, je vais essayer de vous parler essentiellement de nucléosynthèse, de la manière dont les éléments sont formés, de la manière dont ils évoluent au cours de l'histoire de l'univers, mais par des chemins un peu de traverse, une manière un peu différente. Et pour vous montrer que quand même les choses sont sérieuses, je vous ai tout de suite mis un diagramme un peu compliqué à décoder. C'est le diagramme d'abondance des éléments en fonction de leur numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons ou aussi le nombre d'électrons si l'atome n'est pas ionisé. Donc ce nombre de protons qui va de 1 à 81 pour l'hydrogène et 92 pour l'uranium, les éléments naturels. Vous voyez qu'il y a différents groupes, même si le diagramme est compliqué. Il y a des éléments très abondants. Il s'agit des abondances dans l'univers et pas des abondances sur Terre. Les éléments les plus abondants sont l'hydrogène et l'hélium. L'hélium est très peu abondant sur Terre, mais dans l'univers, il représente 24 à 25%, 26% de la masse. Ensuite, un groupe d'éléments extrêmement peu abondants, ça c'est une ligne d'abondance, c'est une échelle logarithmique, ça nous dit qu'il y a plus de 10 milliards de fois plus d'atomes d'hydrogène, par exemple, que d'atomes de beryllium. Ensuite, on a des éléments de masse intermédiaire, disons du carbone au fer, et qui ont également des abondances intermédiaires. Avec, vous voyez, c'est les abondances dans le twist. En fait, dans cette zone, les éléments les plus abondants sont ceux qui ont un nombre pair de protons. Les éléments qui ont un nombre impair de protons sont moins abondants, ils sont moins stables, ils sont moins aisément formés et plus fragiles. On va comme ça jusqu'au fer, nickel, ensuite une chute dans cette abondance et ensuite une lente décroissance jusqu'à l'uranium. Alors nous allons nous promener dans ce diagramme. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des 92, la conférence aurait été un peu longue et donc je vais commencer par vous parler, et vous allez voir pourquoi en cours de route, je vais commencer par vous parler du nickel, ensuite du beryllium, du silicium et de l'oxygène, on ira voir l'or quand même, et puis on reviendra au carbone. Donc au bout du compte, nous ne discuterons ce soir que 6 éléments. Alors voilà, pour expliquer le titre, on va partir de la pièce de 1 franc. Je me suis rendu compte d'ailleurs que cette pièce, elle est datée 1959, et c'est un prototype, et il y a effectivement marqué « essai » parce que le nouveau franc a été lancé, je crois, en 1960, et j'ai ici une pièce de 1 franc frappée en 1960, et je crois que l'année 1960, c'est l'année où les francs sont mis en circulation. Il s'agit ici d'un essai, enfin d'un prototype, semble-t-il. Alors pourquoi la pièce de 1 franc plutôt que l'euro? C'est parce que la pièce de 1 franc est un objet simple. Vous voyez, ici, vous avez les anciennes pièces, leur taille, leur composition, leur poids et leur dimension et le nombre de pièces frappées. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la pièce de 1 franc était en nickel pur.
la pièce d'un demi-franc également était en nickel pur. Les autres pièces sont des alliages. Donc finalement, la pièce de 1 franc, du point de vue de la chimie, est un objet simple, c'est du nickel. De manière assez amusante, aux États-Unis, il y a une pièce, la pièce de 5 cents, qui est couramment appelée nickel et qui, elle, n'est pas en nickel pur. Même le nickel est un composant minoritaire de cette pièce. La pièce de 1 franc, la pièce de 1 demi-franc également, ces deux pièces étaient en nickel pur. Alors pour parler du nickel et de l'aventure du nickel dans l'univers, je vais utiliser en fait une bande dessinée qui a été réalisée par une classe qui nous avait rendu visite à l'IAP. J'avais raconté cette petite histoire à la classe et avec leur professeur d'art plastique et de français et de sciences, ils ont réalisé une bande dessinée que je trouve très bien faite. Alors il y a de temps en temps quelques petites imprécisions que je corrigerai, mais je trouve cette bande dessinée très agréable. Alors évidemment, il était une fois la pièce de 1 franc. Il y a un prologue dans cette histoire, et le prologue, c'est le Big Bang et tout ce qui se passe dans l'univers avant que le nickel apparaisse. Parce qu'en fait, je vais, au bout du compte, pas vraiment vous parler de l'histoire de la pièce, mais vous parler de l'histoire de l'élément qui la constitue, c'est-à-dire de l'histoire du nickel. Alors, les choses commencent il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Finalement, les choses sont simples, des particules qui bougent dans tous les sens. Le tout début, c'est très compliqué, on ne sait pas trop comment les choses fonctionnaient, une soupe de quarks, et puis finalement, rapidement quand même, des protons, des neutrons, des électrons, et puis des particules un petit peu plus mystérieuses que sont les neutrinos. Et dans les tout premiers instants, autant de protons que de neutrons. Des réactions d'échange entre protons et neutrons font que ces deux nucléons sont en proportion égale. Et puis ensuite, un déséquilibre va apparaître, il va y avoir une différence entre la proportion de protons et la proportion de neutrons. Typiquement, on va terminer au bout d'1 minute ou quelques dizaines de secondes avec essentiellement 6 protons pour 1 neutron, mais là, la température est encore trop élevée pour que des structures plus compliquées se forment. Les protons et les neutrons se tapent les uns contre les autres et rien de plus finalement. Le monde est simple, des chocs entre des particules qui vont très vite et qui sont très chaudes, parce qu'aller très vite et être très chaud, c'est la même chose. Et puis la température baisse un peu, l'univers est en expansion et des structures se forment. Et des structures, dans cet univers très simple, ce sont les premiers noyaux. Et les premiers noyaux qui vont se former sont essentiellement des noyaux d'hélium. Et ces noyaux d'hélium, simplement, vont être des assemblages à 2 protons et 2 neutrons. Tous les neutrons qui étaient présents vont se retrouver agglomérés dans des noyaux d'hélium, c'est-à-dire 2 protons, 2 neutrons. Et on terminera donc avec une soupe constituée de noyaux d'hélium, de protons restants, puisqu'il y avait un excédent de protons, et puis d'électrons. À ce moment-là, on a en masse 24% d'hélium et 76% d'hydrogène. En masse, hein. En nombre, c'est plutôt un noyau d'hélium pour 9 hydrogènes. Donc en fait, on est déjà, j'étais en train de vous raconter la vignette suivante. Et puis après, l'univers est en expansion, se refroidit, et il ne se passe, certains de mes collègues ne seraient pas contents de m'entendre dire ça, il ne se passe plus grand-chose du point de vue de la synthèse des éléments, il ne se passe plus grand-chose jusqu'à la formation des premières étoiles. Ici, les collégiennes, parce que vous verrez que ce sont 2 filles qui ont fait cette bande dessinée, ont mis 1 milliard d'années. On pense maintenant que les premières étoiles sont apparues un peu plus précocement. À ce moment, l'univers va se rayoniser, peu importe, et donc les étoiles vont se mettre à fonctionner. Les étoiles sont des fours nucléaires. Les étoiles vont réaliser de la nucléosynthèse, vont partir de noyaux simples pour former des noyaux compliqués. Jusqu'à cet instant et jusqu'à la formation des premières étoiles, l'univers est vide de nickel. Il est vide aussi de carbone, d'oxygène, mais puisque notre héros du moment est le nickel, il n'y a jusque-là, on est en train de présenter le prologue de notre histoire. Dans le prologue, le héros n'est pas encore entré en scène. Le héros entre en scène quand certaines de ces étoiles explosent et rejettent dans l'espace des éléments, à la fois des éléments qu'elles ont fabriqués au cours de leur vie, mais aussi des éléments qui ont été synthétisés au moment même de l'explosion. Au cours de l'explosion, la température va augmenter jusqu'à dépasser le milliard de degrés. Ce sont des conditions favorables à la synthèse de noyaux plus lourds. Et effectivement, ce sont dans les explosions d'étoiles que le nickel, les noyaux nickel vont apparaître. Et donc,
Voilà, il y a 5 ou 10 milliards d'années, en fait, ce n'est pas une seule étoile, c'est beaucoup de ces étoiles explosent et rejettent. Voilà, donc il faut que vous vous habituiez, c'est ce petit dessin qui va représenter le noyau de nickel ou l'atome de nickel tout au long de la bande dessinée. Le nickel apparaît ici en bas de cette première page. Donc, revenons à une image plus technique. Donc j'ai dit que le nickel était fabriqué dans les supernovae, dans les explosions d'étoiles. Vous savez qu'il y a 2 types d'explosions d'étoiles. En fait, les grosses étoiles, de plus que 10 fois la masse du Soleil, terminent leur vie en explosant. On les appelle des explosions de supernovae de type 2 ou éventuellement de type 1b, 1c. Mais ça, ce sont des classifications de spécialistes. Bref, les grosses étoiles. Ces grosses étoiles fabriquent bien du nickel et du fer, mais on pense que ces éléments restent piégés dans le reste de ces grosses étoiles. Bon, l'explosion rejette dans le milieu interstellaire l'essentiel de la masse de l'étoile, mais peu de nickel. L'essentiel du nickel et du fer se retrouve dans un résidu compact qui va devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. Et donc, ces grosses étoiles fabriquent du fer et du nickel au cours de leur existence, mais en rejettent relativement peu. Les supernovae pourvoyeuses de nickel sont les supernovae de type 1A. Là aussi, terminologie un peu technique. Il s'agit de l'explosion des étoiles naines blanches. Les étoiles naines blanches sont le résidu de l'évolution d'étoiles de masse intermédiaire, même d'étoiles de petits. Le Soleil terminera sa vie en devenant une étoile naine blanche, composée principalement de carbone et d'oxygène, et une masse représentant 60% de sa masse actuelle. Une naine blanche isolée est un objet parfaitement stable. Mais le grand astrophysicien d'origine indo-pakistanaise, mais ensuite installé aux États-Unis, Chandrasekhar, qui a eu le prix Nobel en 1983, avec un autre astrophysicien dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, qui s'appelle William Fowler, Chandrasekhar a montré qu'une naine blanche avait une masse limite qu'au-delà de 1,4 fois la masse du Soleil, on appelle cette masse maintenant la masse de Chandrasekhar, l'objet devenait instable et potentiellement explosif de diverses manières. Et donc, en fait, si il y a moyen d'amener une naine blanche jusqu'à la limite de Chandrasekhar, 1,4 fois la masse du Soleil, on se trouve dans une situation potentiellement explosive et dangereuse, si l'on veut. Et donc, en fait, il y a 2 moyens qui ont été imaginés pour amener une naine blanche jusqu'à cette limite. D'une part, les couples de naines blanches, on en connaît, et donc on voit, bon ça c'est évidemment un dessin, tout ça, ces illustrations sont des dessins, il ne s'agit pas de photos astronomiques, un couple de naines blanches suffisamment rapprochés pour que l'orbite s'use parce que des ondes gravitationnelles sont émises. On a vu cette situation, on a directement observé les ondes gravitationnelles émises dans le cas de la connaissance de 2 trous noirs, cette fameuse découverte dont vous avez tous entendu parler. On n'a pas encore mis en évidence le rapprochement d'étoiles naines blanches, l'amplitude des ondes est beaucoup plus faible, la fréquence beaucoup plus basse, beaucoup plus difficile. Il y aura des observatoires d'ondes gravitationnelles dans l'espace qui viseront à détecter ces objets, mais ces 2 naines blanches vont peu à peu se rapprocher et potentiellement fusionner. Et donc, les 2 pouvaient chacune avoir une masse inférieure à cette fameuse limite dangereuse, mais en se mettant ensemble, elles la dépassent, et sans entrer dans les détails, on se trouve dans une situation potentiellement explosive. L'autre manière pour la naine blanche de se rapprocher de cette limite de Chandrasekhar est plus classique. Une étoile normale à côté, transfert de masse, la masse de la naine blanche augmente peu à peu. Il y a des difficultés dans ces 2 modèles et à l'heure actuelle, on ne sait pas dire quel est le scénario qui est le principal contributeur aux supernovae de type 1 qu'on observe. Est-ce qu'ils contribuent tous 2 de manière notable, ou est-ce qu'il y en a un qui domine très largement sur l'autre? Ça n'est pas connu. En tout cas, les supernovae de type 1, et ça on peut, même si on ne comprend pas bien comment on arrive à la situation d'explosion, l'explosion elle-même semble mieux comprise, et même la nucléosynthèse, alors vous avez cette table un peu compliquée, j'ai pointé ici en rouge les éléments qui nous occupent. Voilà, donc quand l'étoile explose, elle a la masse de Chandrasekhar, donc 1,4 fois la masse du Soleil, et vous voyez qu'une masse solaire, ici, de fer est fabriquée. Il ne s'agit pas de nickel. Mais le deuxième élément le plus abondant, il y a 2 isotopes du nickel, mais il y a le nickel 58, qui est l'isotope le plus abondant du nickel, 0,1 masse solaire. Donc, et ces éléments vont être rejetés dans l'espace, et ensuite se promener dans la galaxie. Alors, je vous ai montré ici le reste de la supernova 1006,
C'est l'une des grandes supernovae historiques et c'est la plus brillante des supernovae historiques. Elle a été observée dans la constellation du Loup. Elle a atteint la magnitude moins 7,5, c'est-à-dire qu'elle était nettement plus brillante que Vénus, moins brillante que la Lune, mais elle est restée visible pendant plus d'1 an. Donc on revient à notre petite bande dessinée. Maintenant, on retrouve notre atome de nickel. Maintenant, il est au froid, il est dans l'espace, il a récupéré des électrons, on peut parler d'atome. Quand il était au chaud dans le cœur d'une étoile, les électrons avaient été arrachés, c'était un noyau de nickel. Donc voilà notre atome de nickel, peut être collé à une poussière interstellaire. Et puis ce noyau de nickel va peut-être se retrouver dans un nuage moléculaire avec d'autres atomes, des molécules devenant de plus en plus denses, qui va se contracter et qui va donner naissance à une étoile accompagnée de planètes. Donc voilà ce qui est... Voilà, notre système solaire s'est formé comme ça, donc région centrale qui va devenir une étoile, qui va devenir le Soleil, et puis les planètes, bon, c'est un domaine de recherche très actif avec la découverte des planètes extrasolaires, où se forment ces planètes, est-ce qu'elles migrent, enfin, il y a eu maintenant, c'est un domaine d'étude représenté ici par monsieur qui m'a présenté, qui travaille sur ces questions à l'Institut d'astrophysique. Et puis maintenant, si on s'intéresse à une planète, bon, la Terre, il se trouve que le nickel, le fer et les autres éléments lourds migrent. Ils sont lourds et sur une échelle de temps qui est courte devant l'âge de la Terre, en fait, tous ces éléments lourds vont se retrouver essentiellement dans le noyau. Parfois, je ne sais pas, parfois ou dans le passé, le NIFE était utilisé dans les mots croisés. C'était, je ne sais pas, cœur de la Terre, et il fallait mettre NIFE. C'est le NIF, c'est le cœur de la Terre, essentiellement riche en nickel et en fer. Donc voilà. Ensuite, vous avez alors cette ligne ici. Bon, il y a dans le manteau, il y a un manteau profond, un manteau. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Je ne suis pas sûr ici que dans le dessin les choses soient tout à fait bien faites. Mais le manteau contient des péridotites ou une roche quand on l'observe sur Terre, qu'on appelle l'olivine. Et puis la croûte qui ne contient pas du tout de nickel. Donc énormément de nickel dans le cœur. Quelques millièmes de nickel dans le manteau, essentiellement pas de nickel dans la croûte. Donc comment trouve-t-on du nickel sur Terre? Alors bon, là, ce sont des images qui illustrent en fait ce que je viens de dire. Voilà une poussière interstellaire. On peut ramasser des poussières, enfin plutôt interplanétaires, avec des avions en vol stratosphérique. On a 99% de l'atmosphère en dessous. Bon, il y a même des satellites qui ont récupéré des poussières. Mais disons, avec un avion volant à très haute altitude, on peut récupérer des poussières venant de l'espace. En voilà une. Voilà maintenant un objet qui a été beaucoup aussi étudié à l'Institut d'astrophysique, c'est Beta Pictoris, c'est une étoile autour de laquelle on observe un disque. Bon, ici, l'étoile elle-même a été occultée pour ne pas éblouir, et vous avez ici, en fait, la lumière diffusée par les poussières, ce que sur Terre on appelle la lumière zodiacale. Hein. L'étoile est là, elle éclaire cette zone, cet équateur finalement du disque, et les poussières renvoient la lumière dans toutes les directions, et c'est ça qu'on voit. Et là, c'est une vue d'artiste de ce que pourrait être le disque de Beta Pictoris, avec l'étoile au centre, un disque avec donc beaucoup de poussière, mais aussi des objets plus gros qui se collisionnent, et peut-être sans doute des planètes déjà formées. Et même dans les petites planètes, on a cette fragmentation, cette sédimentation qui était visible sur les petites bandes dessinées, avec le fer et le nickel qui descendent au centre, le manteau ici qui contient de l'olivine, et la croûte qui n'en contient pas et qui contient très très peu de nickel. Alors en fait, dans le système solaire, et on voyait finalement dans le dessin qui représentait Beta Pictoris, on voyait ces chocs à l'œuvre. Des objets peuvent surtout aux époques précoces de la vie du système solaire, des objets ont pu se percuter, se casser, et des objets qui étaient déjà sédimentés, avec le nickel au centre, ont été fracturés, et donc finalement des blocs de nickel-fer se sont retrouvés libérés, se baladant dans le système solaire, et de temps en temps ils tombent sur Terre. Et ça, c'est une météorite trouvée sur Terre, c'est un bloc de métal nickel-fer, et c'est un morceau d'un planésimal, c'est-à-dire d'un petit objet qui s'était formé dans le système solaire à un moment sans doute précoce,
qui avait déjà eu le temps de sédimenter, qui a été percuté par un autre. Cet objet s'est cassé et donc les différents morceaux de cet objet se sont ensuite répartis dans le système solaire et certains de ces morceaux provenaient du cœur, contenaient beaucoup de nickel et de fer et on les retrouve. Et donc quand on coupe, quand on scie un objet comme ça et qu'on le polit, on voit apparaître ces structures qu'on appelle les figures de Widmanstätten. Il se trouve que les alliages de nickel-fer peuvent exister sous essentiellement deux formes principales, la kamacite et la tannéite. Et en fait, quand le substrat se refroidit très lentement, ces deux finalement alliages nickel-fer cristallisent en gros cristaux qu'on voit apparaître quand on coupe la météorite et qu'on la polit. Et donc ces enchevêtrements s'appellent les figures de Widmanstätten. Alors bon, donc du fer peut tomber du ciel, ou du fer-nickel peut tomber du ciel. Et là, il y a un exemple assez extraordinaire. Dans le tombeau de Toutankhamon, il y avait une dague. Et cette dague, la lame, est composée d'un alliage fer-nickel. Voilà la spectroscopie au rayon X du métal de la lame. Bon, on voit des raies, fer, un petit peu de nickel, une quantité minuscule de cobalt, mais essentiellement fer-nickel, 11% de nickel. Les Égyptiens, à l'époque de Toutankhamon, ne connaissaient pas la métallurgie du fer. Cette lame a été fabriquée avec une météorite tombée du ciel. Et les gens ont essayé même de trouver en Égypte ou dans des musées d'autres morceaux de cette météorite. Enfin, je ne sais pas si ça a été concluant. Bref, cette lame, ce couteau dans la tombe de Toutankhamon, sa lame étant fer de météorite, fer-nickel de météorite. Donc on continue la bande dessinée. Donc je vous rappelle qu'on veut quand même expliquer comment le nickel s'est retrouvé dans cette pièce de 1 franc. Donc c'est bien joli d'avoir le nickel dans une météorite ou au fond du cœur de la Terre, mais il nous en faut aussi à la surface de la Terre. Donc voilà la situation dont on part. Beaucoup de nickel au centre, un petit peu dans le manteau, ou essentiellement pas dans la croûte. Bon, je ne suis pas géologue, donc je risque, à partir de maintenant, j'ai peut-être dit déjà des bêtises jusque-là, mais je risque d'en dire plus maintenant. En tout cas, le premier producteur mondial de nickel est le Canada, je crois. Le deuxième, c'est la Russie. Le troisième, c'est la France. Enfin, plus exactement, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et le gisement du Canada est un endroit qui s'appelle Sudbury, et il se trouve à un endroit où s'est produit un des plus violents impacts on ne devrait même pas dire de météorite, d'astéroïde, un objet de 15 km, de 10 à 15 km, qui est tombé il y a près de 2 milliards d'années. Le cratère fait donc 250 km, et il a cassé la croûte. Il a fait remonter de la roche du manteau. Dans cette zone, il y a eu une physico-chimie extrêmement complexe, et c'est une région minière où on trouve du minerai de chrome, du minerai de nickel, et donc le plus grand gisement de nickel au monde, qui est le résultat d'un impact de météorite. Alors par ailleurs, c'est donc une mine, et un clin d'œil à l'astronomie, dans la mine de Sudbury a été installé, maintenant l'observatoire, en tout cas le détecteur est fermé, mais a été installé dans ce puits de mine un très grand détecteur de neutrinos. Vous savez, les neutrinos qui nous viennent du ciel, les détecteurs sont installés très profond sous terre, parce que les neutrinos, eux, traversent la Terre assez facilement. Malheureusement, ils traversent aussi le détecteur, mais en mettant un détecteur sous terre, on s'affranchit de toutes les autres pollutions, de toutes les autres particules qui nous viennent du ciel, qui, elles, sont bloquées par la roche. Et donc les détecteurs de neutrinos sont installés sous terre. Il y en a eu sous le tunnel du Mont Blanc, il y en a dans le tunnel du Grand Sasso, dans le tunnel du Fréjus. On fait de la physique dans les tunnels. Et éventuellement de l'astrophysique, c'est peut-être un peu moins poétique que observer le ciel depuis un observatoire, d'avoir la voûte étoilée au-dessus de sa tête, mais on fait aussi de l'astrophysique depuis un puits de mine, quand on observe les neutrinos. Donc une autre manière pour que du nickel remonte, du nickel du manteau, pas du nickel du cœur, c'est d'avoir des zones de subduction où peut-être un peu de magma du manteau peut arriver à la surface. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour produire le gisement de Nouvelle-Calédonie. Bon, alors maintenant, du point de vue de l'histoire des sciences, le nickel a été identifié en fait
au XVIIIe siècle, des mineurs en fait, de cuivre ont ramené un minerai qu'ils croyaient être du minerai de cuivre, qui les a beaucoup déçus, mais ensuite un chimiste suédois, Cronstedt, en 1751, a identifié que ce minerai contenait un métal nouveau qui a été appelé nickel. Et donc, en pratique, le nickel et le cobalt ont été découverts un peu dans les mêmes circonstances, et le nom initial du nickel, c'était Kupfernickel, c'est-à-dire le cuivre du diable. En fait, le vieux Nick, c'était un diable, et de la même manière, cobalt vient du nom kobold, qui était aussi un petit génie malfaisant de certaines légendes germaniques. Et donc oui, le nickel, c'est le cuivre du diable, parce que les mineurs espéraient en tirer du cuivre, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Bon, ce minerai, c'est de l'arsenure de nickel, donc voilà. Donc voilà, la roche du manteau, c'est l'olivine, et des jolis cristaux vert olive, qui sont, c'est une pierre semi-précieuse utilisée en joaillerie quand on en trouve des gros cristaux. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Il y avait une remontée de magma avec une dorsale, ça fait tapis roulant, donc ça s'écarte, ça produit une zone de subduction avec ici la croûte qui s'enfonce, mais il y a ici une partie dure, un morceau de continent qui arrive au niveau de la subduction, qui se bloque, et là on arrive à la situation inverse où on a de la roche du manteau. La subduction stop, et on a au contraire de la roche du manteau qui affleure. Et c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Cette roche du manteau ne contient que très peu de nickel, mais quand même un petit peu. Un peu plus que la croûte, au niveau du pourcent ou un peu moins. Et après, tout le reste, c'est la physico-chimie de cette roche sous climat tropical, pluie, chaleur, lessivage par donc, les eaux de pluie, différentes sédimentations dans la roche. Et on arrive au minerai de nickel de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle la garnierite, qui a cette jolie couleur bleu-vert, qui a été identifiée par cet ingénieur Jules Garnier, qui lui a donné son nom. Et donc, bon là je vois que j'ai déjà été un peu bavard, donc après c'est plutôt l'aventure humaine et industrielle du nickel. Jules Garnier fonde, là ils se sont trompés, ce n'est pas 15 ans plus tard, mais 115 ans plus tard, 1860 à peu près, la société Le Nickel, SNL, qui existe toujours. Voilà, le nickel est pré-traité dans une usine à Donyambo en Nouvelle-Calédonie, part en bateau vers Le Havre, où il y a une usine à Sandouville, où on fait l'électrolyse, on dissout ce minerai déjà pré-traité, on fait une électrolyse et on récupère du nickel quasi pur, électrolytique. Et donc on arrive à la pièce de 1 franc. Et comme disent Céline et Mélanie, vous voyez maintenant le rapport entre astronomie et géologie. Je ne sais pas si, peut-être un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Et donc voilà, ça c'est, je vais assez vite, le premier établissement de Jules Garnier en Nouvelle-Calédonie. Voilà l'état actuel de l'usine. Ça c'est l'usine de Sandouville où on fait la préparation électrolytique du nickel. Voici le résultat, vous voyez des dominos, des caramels de nickel pur. Et là, une ancienne photo de la frappe des francs à l'établissement monétaire de Pessac où sont frappées toutes les monnaies françaises. Les médailles sont encore frappées, certaines à Paris, à la Monnaie, mais les pièces de monnaie sont toutes frappées à Pessac, en Gironde, près de Bordeaux. Donc maintenant, deuxième objet qui va nous intéresser, une bague. Alors, j'ai pu amener une pièce de 1 franc, je suis désolé, je n'ai pas pu amener une bague, je n'ai pas amené une bague en or avec une grosse émeraude. Voilà. Mais c'est de ça dont on va parler. Alors, on va commencer par parler de l'émeraude. L'émeraude est un silicate de beryllium et d'aluminium, et avec ici un métal supplémentaire qui donne la couleur à la pierre. Et dans l'émeraude, ce métal est principalement du chrome, parfois un peu de vanadium. L'aigue marine, alors l'émeraude est un béryl, parce que donc c'est un silicate de beryllium. Les silicates de beryllium sont des béryls. Il y a un autre béryl, mais qui est une pierre semi-précieuse, qui est l'aigue marine. L'aigue marine a exactement la même composition chimique, sauf que le métal ici n'est pas du chrome, mais c'est du fer. Et l'aigue marine est beaucoup plus commune, et c'est considéré comme une pierre seulement semi-précieuse. L'émeraude est une pierre précieuse.
Le beryllium est extraordinairement peu abondant. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma figure du début. Il y en a plus de 10 milliards fois moins que d'hydrogène dans l'univers. Alors il a une origine assez étonnante. Il n'est pas formé dans le Big Bang. En fait, dans le Big Bang, on forme un peu de beryllium, mais c'est un beryllium instable qui est présent pendant quelques minutes et qui ensuite va se transformer en lithium. Le beryllium du Big Bang ne reste pas. Bon, essentiellement dans le Big Bang, on forme hydrogène, hélium et un tout petit peu de deutérium, lithium, bore, beryllium. Mais le beryllium formé n'est pas stable et se transforme en lithium. Il n'y a pas de beryllium formé et durable à la suite du... il n'y a qu'un seul isotope stable. Vous savez, les isotopes, c'est la même espèce atomique, c'est-à-dire le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Il y a parfois, souvent, des noyaux où plusieurs isotopes, il y en a souvent un qui est beaucoup plus abondant que les autres, mais plusieurs isotopes sont stables. Dans le cas du beryllium, seul l'isotope à 9 nucléons, c'est-à-dire 4 protons et 5 neutrons, seul celui-là est stable. Et en fait, il se forme entre les étoiles par spallation. C'est-à-dire, on a besoin de former peu de beryllium, c'est un élément très peu abondant. Vous avez dans l'espace, fabriqué par une étoile qui ensuite a explosé et a rejeté son noyau de carbone, on en parlera peut-être tout à l'heure, par exemple, un atome de carbone. Cet atome de carbone peut être tapé par un proton énergétique. L'espace contient du gaz, contient des étoiles, mais contient aussi des rayons cosmiques, c'est-à-dire des particules, des protons, des électrons, des particules alpha, même des noyaux, qui vont très vite, qui sont accélérés un peu au voisinage des étoiles, sans doute dans les restes de supernovae, je n'explique pas en détail comment. En tout cas, il y a dans l'espace des particules énergétiques. Une particule énergétique, un proton, peut casser un carbone qui se casse et les morceaux sont, ce n'est pas la seule possibilité, mais c'en est une, beryllium plus 3 protons plus un neutron. Ces mécanismes ont été élucidés par Hubert Reeves, Maurice Meneguzzi et Jean Audouze dans les années 70. Ces mécanismes dits de spallation, où une particule énergétique va casser un noyau plus abondant comme le carbone. Alors, le beryllium et l'or, qui sont dans cette bague, ne se trouvent pas que dans les bagues. Le beryllium a un avantage, c'est un métal très léger et qui a un faible coefficient de dilatation. L'or est presque... Alors ça, c'est en fonction de la longueur d'onde, ça c'est l'infrarouge, ça c'est le domaine visible, ça c'est l'ultraviolet, et ça donne le coefficient de réflexion en pourcent. Vous voyez que dans le domaine visible, ici, et dans l'UV, l'aluminium réfléchit très très bien la lumière. Et effectivement, les miroirs des télescopes optiques au sol, les miroirs des télescopes qui observent dans l'ultraviolet, le miroir du télescope spatial qui observe dans le visible et l'ultraviolet, eh bien, ils sont aluminés, ils sont couverts d'une petite couche très très fine et très parfaite d'aluminium. Mais de manière étonnante, quand on va dans l'infrarouge, à plus grande longueur d'onde, la réflectance de l'aluminium, elle reste bonne, mais elle baisse un peu. Et curieusement, c'est l'or qui était mauvais dans le visible, il est jaune, donc ça veut dire qu'il absorbe sans doute dans le visible la lumière. Pour être jaune, il faut qu'il absorbe un peu de vert, un peu de bleu. Et au contraire, quand on va dans l'infrarouge, c'est l'or qui devient le métal le plus réfléchissant. Et donc, le James Webb Space Telescope, qui va être lancé en principe l'an prochain par une fusée Ariane, eh bien, son miroir est un miroir en beryllium, métal léger, couvert d'une très fine couche d'or. Je crois que ça fait 5 grammes d'or pour couvrir tout le miroir. Et ce miroir, lui, est optimisé pour observer dans l'infrarouge. Et donc, dans l'infrarouge, c'est bien une couche d'or, une couverture d'or qu'il fallait mettre pour avoir la meilleure réflexion possible. Alors bon, peut-être moins excitant que le beryllium et l'or, on a dit que l'émeraude était un silicate. Et donc silicate, ça veut dire silicium et oxygène. Alors d'où viennent ces deux éléments? Ils viennent du cœur des étoiles massives. Voilà, alors là aussi un diagramme peut-être illisible, mais je vais essayer de vous le rendre lisible. Vous avez ici une graduation en masse. C'est le centre de l'étoile.
Là, c'est la couche qui emprisonne une fois la masse du Soleil. C'est une étoile de 25 masses solaires. Donc, en fait, ça se continue. Là, on s'arrête à 13, mais il faudrait continuer. Mais après, c'est plus intéressant parce que dans les couches externes, il ne s'est rien passé du point de vue de la nucléosynthèse. On a de l'hydrogène et de l'hélium. Par contre, au moment d'exploser, cette étoile, elle a donc évolué et son intérieur, qui était très chaud, a synthétisé successivement l'hydrogène transformé en hélium, puis l'hélium en carbone et en oxygène, le carbone transformé en magnésium, l'oxygène en silicium, et puis le silicium en fer. Et on a une structure dite en pelure d'oignon avec différentes couches, mais toujours un élément qui domine. Donc de 0 à 1,4, 1,5 masse solaire, en fait, vous voyez, c'est cette ligne violette qui domine, et cette ligne violette, c'est le fer. Donc en fait, on n'a presque que du fer-nickel dans cette région interne. Ensuite, entre 1,5 et 1,2, disons, ça c'est le silicium. Vous voyez, c'est le silicium qui est le plus haut. C'est une couche de silicium. Ensuite, c'est le bleu-violet qui domine, et c'est l'oxygène. On a 4 masses solaires d'oxygène. Ensuite, à partir de là, entre 6 et 7 masses solaires dans l'étoile, c'est de l'hélium, le vert. Et puis, au-delà de 7 ou 8, je ne vois pas très bien, en fait, on a hydrogène et hélium qui coexistent, mais qui sont les éléments qui constituaient l'étoile quand elle s'est formée. Ce sont des zones de l'étoile qui n'ont pas été assez chaudes pour que des réactions nucléaires transforment les éléments. Donc, depuis ce 8 masses solaires jusqu'à la surface, 25 masses solaires, il ne s'est rien passé. On a toujours l'hydrogène et l'hélium tel qu'il était au moment où l'étoile s'est formée. Alors, bon, on peut remarquer que ces éléments, c'est une espèce de jeu de construction parce qu'on peut voir le carbone comme 3 briques de Lego hélium. Si on a une brique de Lego hélium, vous en mettez 3, vous avez le carbone, 4 l'oxygène, 5 le néon, 6 le magnésium, 6 x 4, 24, et 7 le silicium. On peut voir le silicium comme 7 noyaux d'hélium collés ensemble, le néon comme 5 noyaux d'hélium collés ensemble. Quand l'étoile explose, la région centrale va devenir une étoile à neutrons ou un trou noir, reste compacte, ne va pas être éjectée dans l'espace. Par contre, tout ça est éjecté et les grandes pourvoyeuses de silicium et d'oxygène sont les étoiles massives au moment où elles explosent en supernova. Alors l'or est un peu compliqué, c'est un élément très peu abondant, c'est ce qu'on appelle un élément R. Il était, dans mon tableau du début, il était tout au bout de la ligne, il a beaucoup de protons, 79, 118 neutrons, il est riche en neutrons. Comment se forment ces noyaux ? Ces noyaux ne se forment pas comme les autres noyaux lourds. Les autres noyaux lourds, comme je viens de le dire, se forment par assemblage, par fusion. Au centre de l'étoile, il fait chaud, les noyaux se rapprochent, ils fusionnent, devenant des entités de plus en plus massives. Mais à partir du fer, ça n'est plus possible. Le fer est l'élément le plus solide, le plus intimement lié, si vous voulez, et l'étoile n'a plus envie de former par ce processus, disons, direct de fusion des éléments plus lourds que le fer. C'est en fait en rajoutant des neutrons. Le neutron, lui, n'est pas chargé, donc il peut s'approcher. Si vous approchez 2 noyaux ou un proton d'un noyau de fer, les 2 sont chargés, ils se repoussent, c'est pas facile, et ça devient de plus en plus compliqué à partir du fer, voire impossible. Des neutrons, eux, peuvent s'approcher, et en fait, tous ces éléments, finalement, au-delà du fer-nickel, se forment par capture de neutrons et un peu par capture de protons. Mais ici, on va s'intéresser à la capture de neutrons, et la capture de neutrons pour le fer, c'est la capture de neutrons dite rapide, le R-process. Alors, schématiquement, voilà comment les choses se passent. Ça, c'est la table périodique, si vous voulez, mais éclatée entre nombre de neutrons, nombre de protons. Donc voilà, le nombre de neutrons, le nombre de protons. Donc ici, on reste avec le même élément, et c'est l'isotope qui change. Le nombre de protons reste le même, de plus en plus chargé en neutrons. Là, au contraire, le nombre de protons augmente, on change d'élément. Donc une capture de neutrons, si le noyau capture des neutrons, il va avancer comme ça, mais là, il a tellement de neutrons qu'il devient instable vis-à-vis d'une radioactivité qu'on appelle la radioactivité bêta, et un neutron se transforme en proton. Donc, on a un neutron de moins, mais un proton de plus. Donc, on fait comme ça.
Mais il y a toujours des neutrons qui arrivent et donc on réavance et puis on fait ce genre de zigzag jusqu'au moment où on arrive à un noyau stable et le processus s'arrête. C'est un processus compliqué, mais c'est comme ça que les choses se passent. Les noyaux avalent des neutrons et puis au bout d'un moment, ils sont instables et ils font de la radioactivité, ils changent de ligne et ils réabsorbent des neutrons et ainsi de suite jusqu'au moment où le processus se stoppe. Bon, c'est comme ça que se forment les éléments lourds au-delà du fer-nickel. Et on pensait que le site, on pense toujours qu'un des sites principaux, ce sont les explosions de supernovae. Et donc c'est pour ça que j'ai remis une photo de la nébuleuse du Crabe, les grosses étoiles qui explosent. Mais on pense maintenant qu'il y a un autre candidat possible, qui sont les coalescences d'étoiles à neutrons, les fameuses coalescences qu'on va observer avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Pour l'instant, on a vu 2 trous noirs, c'est-à-dire finalement 2 objets qui sont simplement des structures d'espace-temps sans matière, même si peut-être il y avait un peu de matière quelque part, pas trop loin, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, quand il s'agit de 2 trous noirs, il n'y a pas de matière. C'est juste, on peut dire, la collision de 2 géométries. Enfin, c'est un peu une exagération de présenter les choses comme ça, mais après tout. Là, c'est une petite vidéo, si j'arrive à la faire fonctionner, qui présente 2 étoiles à neutrons qui se rapprochent, qui vont fusionner, qui vont former un objet compact. Au centre, cet objet va certainement s'effondrer et devenir un trou noir, mais une petite quantité de la matière, de la purée de neutrons qui constituait ces étoiles, va être éjectée et va être décompressée. Ces neutrons étaient sous forme de neutrons parce qu'il régnait une pression gigantesque dans l'étoile qui confinait cette matière, mais des neutrons déconfinés ne vont pas rester sous forme de neutrons. Et cette vidéo, qui est peut-être un peu compliquée à lire, que je n'ai pas encore lancée, vous montre finalement le même diagramme, nombre de neutrons, nombre de protons, mais là, c'est de la matière, de la purée de neutrons qui est en train de se décompresser. Donc on part, là, quand il s'agit des supernovae et de la capture de neutrons, on part de la gauche, d'éléments pauvres en neutrons, qu'on enrichit progressivement en neutrons. Là, au contraire, on part d'éléments très riche en neutrons, c'est une purée de neutrons qui se décompresse. Et quand je vais lancer la vidéo, bon, vous allez voir ici le trajet. Là, c'est la densité qui diminue, la température qui diminue d'abord et qui réaugmente. Et vous allez voir toutes les réactions de physique nucléaire qui se produisent, des captures de neutrons, des désintégrations bêta de toutes sortes, vont faire évoluer ces éléments de départ pour arriver jusqu'à ces abondances finales. Et l'or est par ici. Avec donc 79 protons, 118 neutrons, 118, enfin bref, c'est par là. Voilà où est l'or. Et si je lance la vidéo et qu'elle veut bien marcher, pour l'instant non. Ah si, vous voyez donc toute cette collection de noyaux qui évolue, la température qui va et vient, la densité qui diminue, et on va arriver finalement à la production de ces éléments tels qu'on les observe aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour conclure mon histoire de la bague. Vous avez vu que cette bague est cosmique, si j'ose dire, puisque l'émeraude qui la constitue est un béryl, et le beryllium s'est formé entre les étoiles par des réactions de spallation, quand des rayons cosmiques ont tapé sur un atome de carbone qui se propageait, qui se promenait entre les étoiles. C'est un silicate de beryllium, donc l'oxygène et le silicium provenaient du manteau d'une étoile massive qui a explosé, et donc le silicium et l'oxygène se sont retrouvés propulsés entre les étoiles et sont venus ensuite se mélanger à du gaz qui a formé une planète qui a formé la Terre. L'or, possiblement, se forme dans les supernovae, possiblement aussi dans les coalescences d'étoiles à neutrons. Et là, comme tout à l'heure, j'évoquais dans un autre cadre la question de savoir quel était le mode de formation préféré. Là, c'est pareil, l'origine de l'or est discutée. Quels sont les 2 mécanismes, de ces 2 mécanismes, quel est celui qui contribue le plus? C'est un débat de spécialistes. Pendant très longtemps, les supernovae étaient les seuls considérés. Maintenant, on sent les coalescences monter en force, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et donc je termine là, j'avais peur d'être très très en retard, mais finalement je crois que ça va aller. Je vais terminer par le carbone. Je vous mets ici un petit extrait d'une nouvelle qui se trouve dans le livre
c'est un recueil de nouvelles, le système périodique de Primo Levi. Primo Levi était un écrivain italien qui a été déporté à Auschwitz, mais qui était chimiste de formation et qui a écrit une autobiographie sous forme de nouvelles, l'autobiographie d'un chimiste, et il explique au début que pour un chimiste, qui a fait toute sa carrière, et je crois qu'il est resté, tout en étant écrivain, il a continué à avoir des activités de chimiste dans l'industrie. Quand on nomme un élément, ça lui rappelle un souvenir. Et donc, en fait, chaque nouvelle porte le titre d'un élément chimique, mais la plupart du temps, ces nouvelles, ensuite, n'ont pas grand-chose à voir vraiment avec la chimie, c'est des épisodes de sa vie, simplement c'est le nom de l'élément qui lui rappelle un souvenir. La dernière nouvelle est un peu différente, parce que, comme il l'explique ici, pour cette dernière nouvelle, il a choisi de raconter la vie d'un atome de carbone. Vous voyez, c'est vers le carbone, élément de la vie, que se tournait mon premier rêve littéraire, un rêve à une heure ou un lieu où ma vie ne valait pas grand-chose, il était déporté. Il voulait raconter l'histoire d'un atome de carbone. Notre personnage gît depuis des centaines de millions d'années, combiné avec 3 atomes d'oxygène et un atome de calcium, c'est le calcaire, carbonate de calcium, CaCO3, sous forme de roche calcaire. Il a déjà derrière lui une très longue histoire cosmique, mais nous l'ignorerons. Eh bien, nous, ce soir, on va la raconter. Donc, voilà donc du calcaire. Voilà. Dans le calcaire, il y a du carbone, 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons si le carbone n'est pas ionisé. Ça, c'est la notation conventionnelle de l'élément carbone. Alors, comment le carbone est-il synthétisé dans les étoiles? Alors, en fait, dans le Lego des éléments, un carbone, c'est 3 héliums. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a évoqué déjà, en fait, quand on veut coller ensemble 2 héliums, naturellement, le résultat de 2 héliums, c'est 4 protons, 4 neutrons, c'est du beryllium 8. Sauf que malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul isotope du beryllium stable, c'est le beryllium 9, c'est-à-dire 4 protons, 5 neutrons. Le beryllium 8 n'est pas stable. Donc voilà, vous approchez vos 2 héliums, vous formez temporairement, ça veut dire quelques 10-16 secondes, c'est-à-dire pas beaucoup quand même, un millionième de milliardième de seconde. C'est le temps typique pendant lequel l'entité beryllium 8 va exister. Alors, la chose extraordinaire, c'est que ce temps qui paraît si court est en fait, à l'échelle des noyaux, un temps long. Parce que si vous connaissez la taille d'un noyau, c'est au niveau du Fermi, c'est 10-15 mètres, c'est-à-dire un millionième de milliardième de mètre. Ces atomes, ou ces noyaux plutôt, se promènent dans l'étoile, dans l'intérieur de l'étoile. Ils vont à des vitesses de dizaines de kilomètres par seconde. Et quand 2 noyaux simplement passent l'un à côté de l'autre, le temps de passage, s'il ne se passait rien, s'ils se contentaient de se frôler, vous prenez la taille du noyau, vous divisez par la vitesse, vous trouvez un temps de traversée, de passage, beaucoup plus court que ça. Donc ces 10-16 secondes, c'est déjà, ah oui, peut-être on pourrait faire affaire ensemble, ah ben finalement non, mais quand même ils ont discuté un petit peu. Et pendant qu'ils discutent, il peut arriver qu'un 3e atome d'hélium arrive et fasse affaire avec les 2 premiers qui sont en train de se demander s'ils vont eux-mêmes faire affaire entre eux. Et donc c'est ce qu'on appelle la réaction 3-alpha, où vous avez 2 héliums qui forment un beryllium qui est pas stable, mais pas totalement instable à l'échelle de la physique nucléaire. Et ce beryllium 8 qui a une vie très temporaire peut être frappé par un 3e hélium, et là, par contre, vous formez une entité stable qui est le carbone, et vous libérez un photon énergétique, un photon gamma. Ça s'appelle la réaction 3-alpha, mais vous imaginez bien, c'est compliqué. Vous avez déjà une espèce qui est très fragile, le beryllium 8, qui se forme. Il faut qu'un 3e comparse arrive. Tout ça est assez improbable. Il faut que cette 3e réaction soit vraiment efficace, que la réaction qui permet de coller le 3e hélium soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait une porte d'entrée, si on peut dire, de la réaction pour la formation du carbone. Et en termes énergétiques, bon, ça c'est peut-être un diagramme un peu compliqué, vous avez ici le niveau fondamental du noyau de carbone, et les noyaux ont des niveaux excités,
l'assemblage de protons et de neutrons peut exister sur des différents états de différentes énergies quantifiées. On est dans le domaine du monde quantique, donc il y a un premier niveau, un deuxième niveau, puis d'autres. Et puis ça, c'est l'assemblage hélium plus beryllium. Il se trouve que les masses de ces noyaux font que quand cet assemblage arrive, il arrive à une énergie qui est élevée par rapport au fondamental du carbone. Et pour que la réaction se fasse, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est un niveau excité, ici, qui a juste la bonne énergie. Et la chose extraordinaire, c'est que dans les années 50, Fred Hoyle, simplement en constatant qu'il y a du carbone, et beaucoup de carbone sur Terre, alors qu'on ne connaissait pas du tout on n'avait pas du tout analysé ces niveaux du noyau de carbone, Hoyle a prédit qu'il doit exister un niveau excité du carbone à telle énergie, environ entre 7 et 8 MeV, pour que cette réaction se fasse, et les physiciens disent pour qu'elle soit résonante, c'est-à-dire qu'elle se fasse avec une grande efficacité. Et la chose extraordinaire, il a même prédit, parce qu'il y a ensuite des complications sur le spin et la parité, vous voyez 0 plus, 0 plus, il a même prédit que ce niveau excité du carbone qui devait exister devait avoir un spin 0 et une parité plus, peu importe, mais je crois que quelques mois seulement après sa prévision, eh bien, l'équipe expérimentale dirigée par William Fowler aux États-Unis a réussi à faire cette spectroscopie des niveaux du noyau de carbone et a montré effectivement l'existence de ce niveau. Et alors, ce résultat, c'est-à-dire prédire qu'un niveau excité du carbone doit exister à telle énergie et avec telle propriété parce qu'il y a du carbone sur Terre et que finalement c'est le carbone qui permet la vie, c'est un des exemples les plus fameux de ce qu'on appelle le principe anthropique, mais où anthropique ici n'est pas lié à la quantité thermodynamique qu'on appelle l'entropie qui s'écrit EN-TRO, mais là c'est anthropique comme anthropomorphe, bref, c'est l'humain. Et donc, il y a énormément de discussions. Il y a eu une conférence de l'IAP, je crois, par Suzy Collin et Christiane Villain sur le principe anthropique il y a peut-être quelques années. Sur ce genre de coïncidence, il y a des avis assez tranchés entre ceux qui voient quelque chose de vraiment pertinent et important et d'autres qui considèrent que ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, peut-être je schématise infiniment le débat. Mais enfin, ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Mais enfin, disons que cet exemple de la prédiction de l'existence de ce niveau parce qu'il y a du carbone et que le carbone doit exister, est considéré et souvent présenté comme un des exemples les plus fameux d'une sorte d'application de ce principe anthropique. Donc ensuite, le carbone formé dans les étoiles, si l'étoile explose, il se trouve rejeté dans les étoiles, et en fait, il forme des grains de graphite en général, mais vous allez voir que ça peut être plus compliqué que ça. Et ces grains ont plein de fonctions dans le milieu interstellaire. Ils ne sont pas juste là comme ça. J'en illustre deux, enfin, en tout cas une fonction et une partie, et peut-être plutôt un défaut. Enfin, le défaut, c'est que ces grains absorbent la lumière et donc nous empêchent de voir, si on a un nuage qui contient beaucoup de ces grains, beaucoup de ces poussières, eh bien, on ne voit pas les parties en arrière-plan. Et là, c'est la fameuse nébuleuse dite de la tête de cheval, avec un nuage ici en premier plan chargé d'une grande quantité de poussière qui nous empêche de voir les arrière-plans. Ce nuage est seulement présent dans la diagonale inférieure. Là, vous voyez des étoiles beaucoup plus lointaines. Au contraire, ici, toutes les étoiles que vous voyez sont des étoiles d'avant-plan entre nous et le nuage, et donc cette fameuse tête de cheval qui est cette avancée de zones poussiéreuses. Et en fait, c'est dans le domaine visible et ultraviolet que l'absorption est la plus grande. Voilà ici la longueur d'onde. Donc, en fait, j'ai essayé d'illustrer. Ça, c'est l'ultraviolet, ça c'est le domaine visible, et ça c'est le rouge et l'infrarouge, et ça c'est l'absorption. Et vous voyez que dans le rouge et l'infrarouge, il y a peu d'absorption. Et plus on a du rayonnement énergétique, finalement, dont la longueur d'onde
est proche de la taille des grains de poussière, eh bien, les poussières diffractent et absorbent la lumière, et en particulier, en tout cas pour certaines compositions, on a un pic d'absorption autour de 2200 angstroms. Enfin, vous voyez, et puis dans l'ultraviolet, c'est encore plus absorbant. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fabrique le JWST avec un intérêt particulier pour l'infrarouge, parce qu'avec l'infrarouge, on peut percer, aller voir profondément dans des zones qui, sans cela, nous sont obscurcies par les poussières. Voilà quelques exemples aussi de petites poussières carbonées récupérées à très haute altitude. Des grains qui font, c'est de l'ordre de taille inférieure au micron ou au micron. Et donc ces grains ont une autre fonction qui est de permettre la synthèse des molécules. La molécule d'hydrogène n'est pas facile à former dans l'espace. Mais bien sûr, l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, et donc il arrive que deux atomes d'hydrogène se rapprochent. Mais comme c'est de la mécanique de base, comme ils viennent de loin, la conservation de l'énergie fait qu'ils ne peuvent pas former, il faut qu'ils repartent. Sauf s'ils arrivent à se débarrasser d'une certaine quantité d'énergie pour devenir, comme disent les physiciens, liés. Sauf que pour la manière la plus efficace, a priori, de se débarrasser de cette énergie, c'est d'émettre des photons. Il se trouve que là aussi, on a la même discussion sur les temps de passage. Le temps que va mettre le photon à être produit et rayonné est long, en fait, devant le temps de passage. Et donc, comme ça, dans l'espace, deux atomes d'hydrogène n'arrivent pas à se coller ensemble pour devenir une molécule. Et en fait, les molécules d'hydrogène, qui sont nombreuses dans l'univers, hein, c'est la molécule la plus abondante dans l'univers, parce que l'hydrogène est l'élément le plus abondant, eh bien, ces molécules se forment sur les grains. Un atome d'hydrogène arrive sur un grain, il peut se coller, il s'absorbe sur le grain, et après il va bouger, il va aller de site en site, il va sauter sur le grain pendant un certain temps, et ça permet à un autre atome d'hydrogène d'arriver sur le grain et de rencontrer le premier, et ils font chacun leur saut de puce, ils se rencontrent, et sur le grain, lui, peut absorber le rayonnement produit, le temps d'absorption est suffisamment long pour permettre à l'énergie, j'emploie des termes de physique, à l'énergie de liaison de la molécule d'hydrogène nouvellement formée d'être évacuée, et ensuite elle se décroche. Donc vous voyez les deux hydrogènes qui arrivent, qui font leur petite saut de puce sur le grain, et finalement l'hydrogène, c'est comme ça que se forment les molécules d'hydrogène dans l'univers, principalement. Et donc le carbone est présent dans le milieu interstellaire sous forme de grains, mais ces grains peuvent être arrangés de différentes manières ou de grosses molécules. Bon, il y a plein d'exemples ici. Alors les nanotubes de carbone dont on parle beaucoup, alors ça par contre, on n'en a pas observé, on n'en a pas observé dans l'espace, mais toutes les autres structures ont été observées. Alors bon, il y a des assemblages hexagonaux qu'on appelle des hydrocarbures polycycliques aromatiques, voilà, avec des cycles benzoniques en grand nombre. Il y a du carbone amorphe avec pas une organisation claire, mais ont été découverts dans les nébuleuses planétaires il y a une vingtaine d'années les fullerènes, qui sont des molécules tout à fait extraordinaires, qui maintenant ont des applications au laboratoire, mais qui ont été initialement découvertes dans l'espace. C'est un astronome anglais qui a fait cette découverte des fullerènes et qui ensuite s'est associé à des chimistes américains. Harold Kroto, il a eu le prix Nobel de chimie pour la découverte des fullerènes, et en particulier, il y a une molécule, la molécule à 60 atomes de carbone. Il n'y a que des atomes de carbone, hein, il n'y a pas d'autres, et c'est pas d'hydrogène, hein, c'est 60 atomes de carbone qui sont arrangés comme un ballon de football. Je ne sais pas comment les ballons de football, les modernes, sont plus constitués de la même manière, mais les ballons de football un peu anciens en cuir étaient un assemblage de pentagones et d'hexagones qui étaient cousus ensemble. Et en fait, il y avait donc 60 sommets. Et à ces 60 sommets, si vous mettez un atome de carbone, vous avez cette molécule que parfois les gens, pour s'amuser, appellent le fou de baleine, hein, qui est donc la molécule à 60 atomes de carbone qui a été identifiée dans l'espace. Alors, par ailleurs, c'est amusant, le nom fullerène ne fait pas référence à un chimiste, un astronome, mais à un architecte, Buckminster Fuller, c'est son nom de famille, je ne sais plus quel était son prénom, John Buckminster Fuller, qui était un architecte un peu futuriste américain et qui a conçu des bâtiments avec ce type de structure.
Et donc maintenant, tous ces assemblages d'atomes de carbone ont été trouvés dans l'espace. Donc je vais passer cette diapositive rapidement pour vous dire qu'évidemment le carbone, après avoir voyagé dans l'espace, va se retrouver dans une nébuleuse protoplanétaire avec une étoile en formation, ici du gaz, des poussières où vont se former des étoiles. On a identifié des molécules carbonées, vous voyez, de l'acétylène, du cyanure d'hydrogène, de l'acide cyanhydrique, ce n'est pas tellement sympathique, et du dioxyde de carbone dans le disque d'une étoile, c'est quel nom ? C'est une tétaurie, c'est-à-dire c'est une étoile en formation, donc qui ne s'est pas encore véritablement allumée, mais qui est déjà entourée, qui est entourée de son disque de gaz et de poussière dans lequel se formeront les étoiles. Donc maintenant, le carbone est arrivé sur Terre, et là, nous arrivons à la nouvelle de Primo Levi, pas Dino Buzzati, de Primo Levi. Et c'est ça qu'il racontait. Il dit au début qu'il ne parlera pas de l'aventure du carbone dans l'espace. Et en fait, sa nouvelle raconte ce cycle du carbone sur Terre, avec des échanges entre l'atmosphère et les océans. Le carbone, le CO2 dissous dans l'eau, qui parfois passe dans l'atmosphère et vice-versa. Les coquilles d'animaux calcaires qui se déposent au fond de l'océan et qui, sur de très longues périodes, vont former ces couches calcaires. Et du point de vue de l'atmosphère, des échanges entre la biomasse vivante et l'atmosphère, les plantes qui absorbent le CO2, les animaux et les plantes aussi qui rejettent du CO2. La biomasse vivante, il lui arrive de mourir et dans ce cas-là, elle se trouve dans le sol, mais la biomasse vivante, donc la biomasse vivante alimente la biomasse morte, mais la biomasse morte, la tourbe, etc., alimente la biomasse vivante dans les plantes. Et puis, par ailleurs, tout ça s'accumule, fait du carbone fossile avec du pétrole et du gaz, mais aujourd'hui, avec évidemment l'utilisation de tous les carburants fossiles, une partie de ce carbone se retrouve dans l'atmosphère. Donc tout ça, c'est plus ou moins raconté de manière très poétique dans la nouvelle de Primo Levi, mais il a laissé de côté la partie astronomique que j'ai voulu détailler. Et donc, bon, voilà, je reviens à mon diagramme du début. On a parlé de 6 éléments, mais il y en a... disons 90 stables à peu près, donc il y a de quoi raconter encore. En même temps, j'ai essayé d'illustrer les 3-4 processus principaux de formation. Je n'ai pas parlé du Big Bang en fait, l'hydrogène-hélium issu du Big Bang. Ensuite, ici, on a pour le beryllium, c'est la spallation, des noyaux lourds qui sont cassés par des rayons cosmiques. Ensuite, la nucléosynthèse dans les étoiles, essentiellement de l'hélium. Bon, on refait un peu d'hélium jusqu'au fer-nickel. Et puis ensuite, les captures de neutrons et de protons, soit dans les supernovae, soit éventuellement pour les captures de neutrons dans les coalescences. Et je vais terminer en recitant un autre écrivain de la mémoire, une très très courte nouvelle de Isaac Bashevis Singer, Éloge funèbre d'un lacet de chaussure. Ça fait 2 pages et demie. Il est dans un parc, il lace sa chaussure, le lacet se casse et donc il fait l'éloge funèbre du lacet. Et donc ça devient cosmique. Et donc il raconte, on retrouve dans ce court extrait l'idée du cycle des éléments qui sont passés finalement des étoiles et du monde cosmique jusqu'au monde terrestre, qui sont recyclés, qui passent dans des êtres vivants, qui vivent, qui meurent. Alors il termine en disant que le lacet bougeait avec la Terre vers une direction inconnue quelque part dans la Voie lactée. Alors là, je voudrais le corriger. Les astronomes pourraient lui dire que nous savons dans quelle direction nous allons, à peu près. Et donc, j'ai parlé de 6 éléments, hein, le nickel, le carbone et les 4 ici, l'or, le beryllium, le silicium et l'oxygène. Il en reste beaucoup d'autres, et donc j'ai convenu avec les organisateurs d'assurer les 15 séances suivantes où je parlerai de tous les autres éléments restants. Voilà, merci beaucoup. 15 séances à raison de 5-6 éléments par séance. Ça marche. Bon, merci Robert. J'ai tenu mon temps, hein, à peu près.